Retrouvez les conseils d'observation de ciel et espace avec MEDAS, www.medas-instrument-au-pluriel.com. Et accédez désormais à tous les anciens numéros de Ciel et Espace grâce à l'abonnement numérique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ciel-et-espace.fr. Bonjour et merci d'être à l'écoute des éphémérides radio de Ciel et Espace. Comme chaque mois, conseils d'observation, coups de cœur, conseils photo et récits astro seront au programme de cette émission. Elle démarre avec la liste des phénomènes célestes observables en ce mois de juin 2023. Vénus brille de mille feux le 4, Jupiter et la Lune sont en conjonction serrée le 14, Mars, Vénus et la Lune se couchent ensemble le 21 et les étoiles filantes Boutide sont visibles le 27. Pour commenter les spectacles de ces courtes nuits, je serai accompagné comme chaque mois de Cyril Birnbaum et de Sébastien Fontaine. Cyril nous dévoilera sa chronique photo en deuxième partie d'émission et Sébastien Fontaine nous contera une histoire d'astronomie dans quelques secondes. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors voilà, ces secondes sont vite passées. Sébastien, chaque mois c'est vous qui démarrez cette émission en nous racontant une petite ou une grande histoire autour de l'astronomie. Et ce mois-ci, vous allez, je crois, nous parler d'histoire contemporaine, très contemporaine même. Oui, même parler de quelqu'un qui n'est pas très connu du grand public en France, Alan Stern. Donc c'est un ingénieur américain, astronome, planétologue, né en 1957 à la Nouvelle-Orléans et qui s'est rendu célèbre pour être le responsable de la mission New Horizon, la sonde qui est partie en direction de Pluton. Donc la sonde qui a été envoyée vers Pluton en 2006 depuis la base de Cap Canaveral en Floride, et c'est seulement la mi-juillet 2015 que la sonde est arrivée réellement aux confins quasiment du système solaire vers la petite planète, la planète naine Pluton. Donc c'était la première visite d'une sonde spatiale vers cette planète qui se trouve à environ 6 milliards de kilomètres du Soleil. Une planète, rappelez-vous, découverte par Clyde Tombaugh en 1930 depuis Flagstaff en Arizona. Une planète qui accomplit sa révolution autour du Soleil en près de 250 ans, c'est vous dire qu'on est loin de l'étoile. Alors, vous connaissez la petite histoire, Pluton déclassé en 2006, j'y reviens pas. Mais ce qui est amusant, c'est que Pluton est rétrogradé au rang de planète naine en août 2006, finalement quelques mois après que la sonde parte en direction de la planète Pluton. Donc les titres, c'est une sonde part vers la planète Pluton, puis à l'arrivée, la sonde a atteint quelque chose d'insignifiant aux confins du système solaire. Bon. Pas si insignifiant que ça, parce que les photos, par contre, ont rendu quand même justice à ce magnifique objet. Exactement. Objet, même double objet, puisque, comme vous n'êtes pas sans le savoir, Pluton est quasiment une planète double, ce qui est quand même assez unique, à ma connaissance, dans le système solaire. Le gros satellite Charon, donc c'est pas vraiment c'est pas vraiment une planète et un satellite, Pluton et Charon, puisque le centre de gravité se trouve en dehors de Pluton, Albarisante, et à l'extérieur de la planète Pluton, et donc vous avez ces deux corps qui se tournent mutuellement l'un autour de l'autre. Donc c'est vraiment une mission spatiale en direction d'un cas un peu particulier dans le système solaire. Donc c'est vrai que la sonde spatiale a réalisé des images fabuleuses. Ceci dit, c'était les premières, donc elles étaient forcément exceptionnelles, ces images de mais elles Pluton. étaient en plus. Non, mais on s'attendait à un corps un peu mort. Quand même. Complètement mort. Enfin, on se dit mais à quoi ça sert d'aller sur Pluton? Enfin voilà. Et là non, on découvre des surfaces jeunes, très peu cratérisées, des montagnes de glace qui montent à 3 km d'altitude. Alors il n'y a pas que de la glace d'eau sur Pluton, mais voilà des parois de glace d'eau de 3 km de haut. Les autres types de glace, comme les glaces de méthane, de carbone ou d'azote, ne sont pas assez résistantes, ces glaces, pour supporter leur poids sur 3 km de hauteur. Il y a cette grande région très claire en forme de cœur, la région Clyde Tombaugh, finalement, qui a été découverte, qui a fait la une d'ailleurs, je crois, de Ciel et Espace. Exactement. En 2015. En 2015. Et l'étude également de l'atmosphère de Pluton. Alors on savait que Pluton avait une fine atmosphère depuis 1988, mais là c'est confirmé, une atmosphère à 90% constituée d'azote, et qui va considérablement, pense-t-on encore, varier en fonction de la distance qui sépare Pluton du Soleil. L'orbite est très elliptique, et d'ailleurs vous vous rappelez que Pluton est parfois plus proche du Soleil que ne l'est Neptune, ce qui encore une fois fait de Pluton un astre tout à fait particulier et qu'il faut aimer.
la planète Pluton, moi je milite pour que Pluton retrouve son statut de planète, au moins pour ces raisons historiques, mais c'est pas le sujet. Bref, observer Pluton quand on est un astronome amateur, c'est quand même assez délicat. Magnitude 15, vous pouvez tenter le coup au moins avec un télescope de 300 mm. Encore, vous ne verrez qu'un tout petit point perdu parmi les étoiles et un petit point qui va se déplacer très lentement par rapport aux constellations. Actuellement, elle se trouve pas très loin de l'amas globulaire M75 dans le Sagittaire. Alors si vous êtes capable de retrouver l'amas globulaire, il n'est pas très compliqué à trouver. Eh bien, pas très loin de l'amas globulaire, un des petits points que vous pourriez voir au télescope, eh bien, c'est Pluton. Et parmi plein d'autres points. Et voilà, et parmi plein d'autres points. Parce qu'on est dans le Sagittaire, vers le centre de la galaxie. C'est vrai qu'il y a du monde, exactement. Très bien, merci beaucoup pour cette chronique où effectivement c'était de l'histoire contemporaine, mais de l'histoire c'est sûr, puisque en fait ces images elles vont rester pour toujours. Oui, complètement. Premier astre à observer en ce mois de juin, Vénus qui étincelle. Cyril, on ne peut pas louper Vénus en ce moment. Et Vénus a une phase, c'est d'ailleurs Galilée qui l'a découvert, je crois. Oui. Alors effectivement, on ne va pas pouvoir la rater puisque les magnitudes -4, enfin c'est un phare dans le ciel. Là, c'est le point lumineux, très très lumineux. C'est que les gens prennent parfois pour un ovni. Oui, c'est vrai, ou un ballon sonde. C'est bien Vénus que vous allez voir à la tombée de la nuit là. Et puis pour un bon moment, parce qu'elle est assez haute dans le ciel. Et effectivement, c'est Galilée qui le premier a fait ces observations. Et d'ailleurs, c'est-à-dire que ça a été aussi un des moyens de se dire Ptolémée et Copernic avaient tort, quoi. C'est-à-dire qu'il y a bien un truc qui tourne autour du Soleil et tout ne tourne pas autour. Enfin, Copernic avait raison et Ptolémée avait tort. Pardon, oui. Donc en fait, donc Vénus a des phases exactement comme la Lune, et le 4 juin, je crois, on aura un beau premier quartier. Avec quel instrument on peut commencer à voir les quartiers? Une petite lunette, ça marche assez bien. C'est-à-dire que si vous avez une petite lunette d'enfant, là, une 60 de diamètre, 500 ou 600 de longueur, un petit grossissement de 20 fois, et vous allez voir déjà un fin croissant. Et puis si vous avez un instrument plus gros, en fait, vous allez aussi le voir. Vous allez au final pas gagner grand chose. C'est-à-dire que Vénus, ça reste une sorte de quartier très très lumineux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre à voir des nuages, enfin alors des cratères encore moins, mais vu qu'on n'a que l'atmosphère, mais des nuages ou des structures sur les nuages. C'est-à-dire que là vous avez quelque chose de très lumineux, et ce que vous ne pouvez que voir les phases. Très bien, donc observer les phases de Vénus. Au début du mois de juin, le 14, Jupiter et la Lune seront très proches au lever. Sébastien, quelle distance apparente sépare les deux astres à ce moment-là ? 1,4 degré, en gros 3 fois le diamètre apparent de la Lune. Donc Jupiter toujours aussi brillante, alors pas autant que Vénus, mais magnitude -2 quand même. Elle se lève à 4h du matin. Le Soleil, quant à lui, se lève vers 5h45. Donc toujours avoir ça en tête, on est à une période de l'année où les nuits ne sont pas très longues. Donc ayez toujours en tête que les crépuscules vous encerclent, vous êtes cerné par les crépuscules. Il n'y a même pas de nuit astronomique d'ailleurs à cette période de l'année. Jupiter, si vous l'observez au moins avec une lunette, si vous grossissez au moins 50 fois, vous allez bien mettre en évidence les satellites qui ce soir sont tous les 4 visibles de part et d'autre. Alors d'un côté il y a Io, Europe, Callisto, et de l'autre Ganymède. Et donc ces deux astres sont donc relativement proches en apparence l'un de l'autre. Dans la réalité, bien sûr, il faut toujours penser en 3 dimensions, mettre un petit peu de profondeur dans le panorama observé, puisque donc au premier plan vous avez donc la Lune à environ 380 000 km, et puis Jupiter qui se trouve bien derrière à plus de 830 millions de kilomètres, et encore plus loin les étoiles, bien sûr. Là on n'est pas très loin d'une étoile du Bélier, Hamal, qui se trouve à 65 années-lumière. Donc oui, on peut vraiment comme ça se rendre compte des éclats des astres en fonction de leur distance et se poser plein de questions métaphysiques. Et ce qui est extraordinaire, c'est d'imaginer que nos ancêtres, avant de comprendre ça, voyaient tout ça comme sur le même écran finalement. C'est ça, sur la même sphère finalement, et tout se déplaçait à la même distance, effectivement. Donc le regard de l'humanité sur l'univers a changé profondément, et penser donc en 3 dimensions quand vous regardez la voûte céleste, ce n'est pas simplement un écran. Alors je sais que je parle à 2 directeurs de planétarium, mais il faut aussi penser la profondeur. On passe au spectacle du 21. Donc le 21, un joli spectacle avec Mars, Vénus et la Lune qui se couchent ensemble. La lumière cendrée devrait aussi être de la partie.
et on a envie de faire une photo. Cyril, est-ce qu'on peut réussir une belle photo avec ces deux planètes et la Lune? Oui, ça va être très sympa. Hein. Souvenez-vous, le mois d'avant, il y avait entre Mars et Vénus 15 degrés d'écart. Là, ça s'est bien réduit puisqu'on est à 8 degrés. 8 degrés d'écart et on va avoir donc Vénus, Mars d'un côté et la Lune au milieu qui sera éclairée à 12%. Donc très très fin croissant au fil. Belle lumière cendrée, donc là pareil, il va falloir attendre le coucher du soleil, trouver le bon moment comme d'habitude, c'est-à-dire que la bonne lueur, sous-exposer un peu. Ça c'est une bonne astuce en fait, souvent. C'est-à-dire basculer l'appareil photo en mode manuel et penser à sous-exposer un petit peu, ce qui fait que ça va redonner en fait les couleurs du ciel et ça marche particulièrement bien, mais il faut quand même attendre qu'on ait un début de lumière bleue, de crépuscule bleu, donc une demi-heure en gros après le coucher du soleil. Et le 21, c'est particulièrement compliqué le 21. Et le 21, oui, ça va être tard. C'est qu'un crépuscule bleu, c'est que ça. C'est que du bleu. C'est l'heure bleue pendant 6 heures. C'est que du bleu longtemps. La nuit la plus courte de l'année, oui. De l'année. Ça sera en rentrant de la fête de la musique. Voilà. Très bien. Petit matin, quoi. Une photo pour le 21 juin. On termine avec les étoiles filantes Boutide qui devraient faire une apparition le 27. Sébastien, d'où vient ce nom et comment on sait d'ailleurs qu'il y aura des étoiles filantes cette nuit-là? Alors, Boutide, les étoiles filantes en question donnent l'impression de provenir de la constellation du Bouvier. Donc voilà, donc on a passé le premier quartier. Hein. Donc la Lune commence à être un petit peu lumineuse. C'est un dessin d'étoiles filantes faiblement actif, nous dit la littérature. J'attends pas grand-chose de cette pluie, si ce n'est que ça nous rappelle toujours au passage d'une comète, parce que bien souvent les étoiles filantes... les poussières qui vont pénétrer l'atmosphère pour former les étoiles filantes eh bien, proviennent d'anciennes comètes. Et donc la comète en question qui donc donne naissance à cette pluie d'étoiles filantes, c'est la comète Pons-Huyneke. Donc c'est une comète qui a été découverte en 1819 par Jean-Louis Pons, un astronome de l'Observatoire de Marseille. Et ce garçon, il a une histoire assez fabuleuse, un peu comme Humason. J'avais parlé de ce muletier du Mont Palomar, du Mont Wilson, de l'observatoire du Mont Wilson. Rappelez-vous, muletier à l'observatoire, et il avait fini par être le collaborateur de Edwin Hubble. Donc c'est quand même pas rien. Et donc notre astronome marseillais, donc Jean-Louis Pons, il était concierge à l'observatoire en 1789 et de fil en aiguille il a commencé à observer et il a été le découvreur de 37 comètes entre 1801 et 1827, donc c'est quand même assez étonnant je trouve comme parcours. Donc pour cela voilà, on regarde les étoiles filantes pour penser à Monsieur Pons de concierge passé à découvreur de comètes. Très bien, merci beaucoup pour ce conseil. C'est désormais l'heure de la chronique photo. Cyril, vous nous invitez chaque mois à réaliser une photo du ciel en nous livrant vos secrets. Je le dis souvent. Ce mois-ci, vous allez nous parler de quoi d'ailleurs ? Je vais vous proposer une photo à faire. Je rebondis sur le coup de cœur de Sébastien du mois précédent qui nous parlait du livre de Denis Savoie, Cosmographie. En fait, on est autour du 21 juin. Donc 21 juin, c'est le moment où le soleil... D'ailleurs, il fait quoi le soleil ? Je ne me souviens plus. Il se couche... Et il se lève. Et il se lève, tout va bien, bravo. Mais surtout, il se couche au nord-ouest, vraiment très au nord, contrairement. Donc c'est une photo qui peut être amusante à faire. C'est essayer de faire le 21 juin, en fait, en gros, au moment des équinoxes, et puis au moment du solstice. Et là, car nous sommes à un moment de solstice. Nous sommes au moment du solstice. Donc, ce que vous pouvez faire, il va falloir se souvenir de l'endroit où vous allez faire la photo. Donc, ce qui est intéressant, c'est de vérifier en fait que au moment donc du solstice d'été, le 21 juin, là, on va se retrouver avec le soleil très au nord. Au moment des équinoxes, le soleil très à l'ouest. Et puis au moment du solstice d'hiver, ce sera plus vers le sud. D'accord ? Donc, que ce soit sur l'horizon ouest ou sur l'horizon est, selon qui se lève ou qui se couche. Donc, ce que je propose comme matériel, c'est un pied photo, un appareil photo, un filtre solaire, et puis ça devrait suffire. Donc, première photo à faire, premier choix, c'est le choix du lieu. Donc, si vous avez un jardin, ça peut être amusant de savoir exactement où se lève le soleil à tel ou tel endroit. Donc, il faut que ce soit quand même un petit peu dégagé. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est une première image
avant que le soleil se lève, de la position où vous allez mettre le trépied photo, parce que donc 3 mois plus tard, il va falloir le mettre au même endroit, tout mettre bien à niveau. Je l'ai jamais faite cette photo, hein. Je vais essayer de la faire. Donc on est en plein direct. C'est comme on est en ça. vos livres. Allons-y. C'est comme ça que je ferai en tout cas. Du côté de Vannes en Bretagne. Allons-y, continuons. Dans le vent. Et à ce moment-là, donc ce que vous pouvez faire, c'est donc faire un panorama du lieu, donc sur un des horizons, que ce soit le matin ou le soir, enfin vous choisissez. Et première image, donc le soleil par exemple n'est pas encore levé. Vous avez une découpe en fait du paysage sur fond noir. Ensuite, vous mettez le filtre solaire devant l'appareil photo et puis vous attendez tout simplement que le soleil se lève. Et au moment où le soleil se lève, vous faites une première image. Vous allez pouvoir faire un sandwich, comme vous n'avez rien déplacé, vous pourrez faire un sandwich donc, du panorama sur laquelle vous rajouterez le disque que vous avez pris en photo du soleil, parce qu'au moment, la photo qui a été prise avec le filtre solaire, vous avez en fait un fond noir et un petit disque rond. Enfin, un petit disque rond, oui, bien sûr. Un petit disque jaune, par exemple. Et donc, vous faites un sandwich et vous avez la position précise à la date du lever, par exemple, et vous pouvez faire la même chose sur le coucher. Et puis, vous pouvez vous amuser à faire tous les 2 jours, par exemple, la même photo. Et ce qui vous permettra de voir en fait le déplacement du soleil, c'est-à-dire que si vous êtes avant le 21 juin, il continue à avoir tendance à aller de l'ouest au nord, et après il redescendra dans l'autre sens. En fait, c'est à ce moment. Alors c'est pas forcément au moment des solstices le meilleur moment, parce qu'en fait le déplacement sur l'horizon en azimut est pas énorme, mais vous verrez en attendant peut-être 3 jours, vous verrez le décalage. Voilà. Donc ça peut être une photo à refaire au moment du 21 mars par exemple, autour du 20 mars, vous allez avoir la même chose et le soleil se lèvera précisément sur l'horizon est et se couchera sur l'horizon ouest. Et vous allez pouvoir déterminer comme ça les points de lever et de coucher du soleil aux extrémités. Donc vous nous proposez de faire 4 photos, disons, 2 équinoxes, 2 solstices. Alors, 2 équinoxes, a priori, ça va être en ne bougeant surtout pas. Donc, c'est-à-dire que si le pied photo, vous avez repéré au sol les endroits où vous le posez, et puis si vous êtes bien à l'horizontale, c'est ça ce qui est important, vous utilisez le même objectif, etc., vous allez pouvoir reposer 3 mois après, parce qu'en fait, sous Photoshop, vous aurez la découpe en ombre chinoise du paysage. Oui, et c'est intéressant parce que ça montre bien que le soleil ne se lève pas toujours à l'est et ne se couche pas à l'ouest, ce qu'on entend partout, ce qu'on lit encore dans les manuels scolaires. Le soleil se lève à l'est, se couche à l'ouest. Or, c'est faux, il n'y a que 2 jours par an, comme le dit Cyril, où le soleil a un parcours réellement est-ouest aux équinoxes, et ce genre de photo permet de démontrer effectivement la réalité des choses. Très bien, nous approchons de la fin de cette émission. Cyril, Sébastien, c'est le moment de dévoiler votre coup de cœur. Un astre, un livre, une exposition, une mission spatiale, un festival, un astronome. Sébastien, c'est à vous de parler. On va s'intéresser à l'étoile Albireo, qui se trouve dans la constellation du Cygne. Le Cygne, l'étoile principale, c'est Deneb, cette grande croix dans le ciel. On imagine facilement, d'ailleurs, pour une fois dans les constellations, un oiseau en plein vol. Et Albireo, c'est plutôt l'œil du Cygne ou le bec du Cygne. Une étoile donc parfaitement visible à l'œil nu. Une étoile double, longtemps on s'est posé la question si cette étoile vue au télescope était réellement une étoile double ou pas, et grâce aux données du satellite Gaia, on sait que c'est une double visuelle, c'est-à-dire que les 2 étoiles ne sont pas en interaction gravitationnelle l'une avec l'autre, c'est par un effet de perspective, on en parle souvent à ce micro, qu'on a le sentiment que vu depuis la Terre, les 2 étoiles si proches en apparence sont des doubles. En réalité, 60 années-lumière séparent les 2 composantes d'Albireo. Il se retrouve que ces étoiles ont une magnitude d'environ 3. Et ce qui est très intéressant avec leur observation, c'est de se dire que finalement, quand on observe le ciel, les couleurs sont très rares. C'est rare de voir des couleurs quand on observe l'espace. On a à peu près le rouge orangé de Mars, le bleuté d'Uranus, bleu verdâtre, mais parfois un petit peu de vert quand on observe quelques nébuleuses très, très brillantes. Mais là, enfin, en regardant au télescope ce couple stellaire, on voit des couleurs fabuleuses. Une étoile qui est plutôt bleutée. On va parler d'un saphir, si on compare les étoiles et des joyaux. Et puis, quant à l'autre, plutôt une étoile jaune, une topaze, par exemple, si on est joaillier. Et donc,
Voilà, c'est pour bien voir ces 2 étoiles, il faut grossir au moins 30 fois quand même pour bien les séparer. On se rappelle que la couleur d'une étoile est directement liée à la température qui règne à la surface de l'étoile. En gros, plus ça tend vers le bleu, plus c'est chaud. Plus ça va vers le rouge, moins c'est chaud. Et donc là, vous avez des températures de surface qui sont d'environ 10 000 degrés pour la bleutée et puis 5-6 000 pour l'étoile jaune. Donc ce sont 2 étoiles qui font mouche quand on débute en astronomie, quand on montre ces 2 étoiles finalement à des gens qui n'ont jamais trop regardé le ciel dans un télescope. Eh bien, c'est toujours assez fascinant parce qu'on regarde juste une étoile, on s'attend quoi à voir un point, on ne sait pas trop ce qu'on va voir, et puis là on en voit 2 déjà, ça c'est une première découverte. On pointe son télescope en direction d'Albireo, on ne voit pas une mais 2 étoiles. 2 étoiles étincelante, le noir est d'un profond fabuleux, et puis là on a 2 étoiles brillantes extrêmement colorées. Voilà, c'est la promesse de plein d'autres observations. Donc je pense que c'est un bon moyen de s'initier à l'astronomie d'observation que d'observer des astres comme Albireo. Ouais, et après, en général, les gens te demandent de pointer Alcor et Mizar. Oui, c'est vrai, puis c'est fini. Oui. Et non, mais si tu leur files le télescope, ils se débrouillent. Ça, alors là, c'est grosse déception parce que là, elles sont blanches, mais par contre, t'en as une petite à côté d'une autre, donc c'est quand même sympa. C'est vrai, mais ouais, non, je suis d'accord. Et Alcor et Mizar, on peut rappeler rapidement que c'est une étoile de la Grande Ourse. Oui, c'est la 2e étoile de la Grande Ourse au milieu du Manche, en fait. C'est l'endroit où il y a la cassure. Et c'est-à-dire que ce qu'on racontait, c'est que à l'œil nu, certains voient une seule étoile, moi par exemple. Non, on voit 2 étoiles. Mais quelqu'un qui a une très très bonne vue verrait 3 étoiles. Et quand on regarde au télescope, on voit 3 étoiles et à côté d'une autre, on en voit une rikiki. Alors je sais pas si c'est une vraie double ou une fausse double, je connais pas, j'ai pas le catalogue Gaïa sur moi. Ouais. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que ça nous rappelle aussi que la plupart des étoiles qu'on observe, à l'œil nu, elles nous semblent ponctuelles, mais en réalité, il s'agit la plupart du temps de systèmes multiples. On pense à Castor, c'est système sextuple si je me trompe pas. Donc voilà, donc ça c'est vrai que observer le ciel avec une lunette, un télescope, même sans forcément savoir ce qu'on regarde, eh bien c'est la promesse de quelques belles découvertes. Très bien. Cyril, quel est votre coup de cœur ce mois-ci ? Une exposition. Alors, c'est un petit peu particulier parce que ni Sébastien ni moi sommes allés encore la voir, mais on s'est promis d'aller la voir demain. On y va ensemble. On va y aller ensemble. Là. C'est Nicolas qui enregistre avec nous, qui nous en a parlé. C'est une exposition au Bourget, au Musée du Ciel et de l'Espace. C'est Up to Space, c'est jusqu'au fin août. Et en fait, vous vivez l'expérience d'être quasiment dans la navette spatiale, dans ISS. Il y a pas mal d'expériences. Vous êtes sur un fond vert, j'ai un peu regardé ce qui se passait quand même. Vous êtes sur un fond vert, vous vous retrouvez en train de nager dans la navette spatiale, vous attrapez plein de trucs, enfin c'est très tactile, ça a l'air très sympa, donc on va y aller très prochainement. Et j'ai par contre une grosse déception, c'est que toi tu pourras faire une manip que je pourrais pas faire, c'est la manip Moon Jump. Alors on l'avait accueilli à la Cité des Sciences et de l'Industrie il y a quelques années. C'est-à-dire qu'en gros, vous mettez un casque VR, vous êtes sur la Lune et vous êtes accroché à des élastiques et vous rebondissez dans tous les sens comme si vous vous promeniez sur la Lune. Donc c'est une expérience particulièrement plaisante. Et pourquoi tu ne fais pas la faire ? C'est pas plus de 90 kilos. Voilà, j'en parle plus. Ouais, d'accord. Ouais, bon. Et pourtant c'est sur la Lune, alors c'est ça le problème. Alors là il faudrait qu'on m'explique. Vraiment trop injuste. Je comprends pas, tu fais 10 par 6, non, je comprends pas. C'est mal fichu leur manip là. Ah mais peut-être t'as raison, peut-être en multipliant par 6. Alors je vais tester, puis après on testera avec toi. Je monterai sur tes épaules. Voilà, très bien. Allez, pari tenu. Très bien, merci messieurs pour ces coups de cœur. Les éphémérides radio de Ciel Espace s'achèvent pour ce mois-ci. Merci Cyril Birnbaum, merci Sébastien Fontaine pour vos conseils d'observation. Merci à Nicolas Franco qui a réalisé cette émission. On fait un petit clin d'œil à Alice Boissé, notre stagiaire, qui a assisté à cet enregistrement. Je vous donne rendez-vous le mois prochain, donc au mois de juillet. D'ici là, songez à vous abonner ou à vous réabonner. Merci infiniment pour votre fidélité à Ciel Espace et à très bientôt.